Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis comme d'habitude avec Charles Gave. Bonjour Charles. Et je n'ai pas mis de veste parce qu'il commence à faire bon. Il commence à faire vachement chaud. Vachement chaud, il fait 25. Il fait bon. Il fait 25. C'est vrai qu'au soleil, il y a un petit coup de chaud à midi quand même. Il y a un petit coup de chaud à midi, oui. Marqué comme, mais je vois pas pourquoi on devrait se mettre au soleil, moi. Comme on dit dans le midi, quand il y a du soleil, il y a que deux gens dans la rue, il y a les Anglais, il y a les chiens, quoi. Mais sinon, il y a personne. Oui, non, mais le truc, c'est que les gens qui veulent se mettre au soleil, là où il fait beau, c'est ceux qui n'ont pas le soleil d'habitude, en général. Oui, c'est ce que je vous dis, les Anglais. Voilà, c'est ça. Les chiens. Les chiens, parce qu'ils sont un peu couillons. Et ça, c'est pareil, hein. C'est ceux qui rougissent les premiers sur la Côte d'Azur, c'est les Allemands, hein. C'est quand même très connu. Ceux qui vivent en Provence et qui ont le soleil depuis le mois de mars, ceux-là, ils restent à l'ombre, en général. Bien sûr. Et tout blanc, d'ailleurs. Ils bronzent pas, ceux-là. Ouais, ou alors ils sont marrons toute l'année aussi. Parfois il y a un peu de ça aussi. Ça peut arriver aussi. Alors la première info, c'est quand même que j'ai trouvé une chemise à ma taille. Ah bravo ça. Ouais. Vous êtes allé chez les fournisseurs américains, c'est ça? Bah non, en fait, j'ai taxé mon père tout simplement. Ça va plus vite et puis c'est moins cher. C'est quand même vachement plus pratique. Les parents, on ne dira jamais assez de bien. Ça c'est. Donc ça, c'est quand même la première info. Et alors la deuxième info, c'est qu'on va parler un petit peu de réchauffement climatique au début, et notamment de France Stratégie. Alors, en gros, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a 2-3 semaines, Matignon a demandé un rapport à France Stratégie, rapport pour en fait définir les futures actions pour le climat. Vous me rappelez ce que c'est que France Stratégie? Ça a l'air important, mais j'ai pas la moindre idée. France Stratégie, c'est c'est-à-dire que c'est comme une sorte de laboratoire d'idées un peu. Ils vont regarder des trucs et ils vont dire ça, je pense qu'il faudrait faire ça, il faudrait s'inspirer de tel truc. Et on a regardé ce qu'ils avaient fait dans le passé, si ça avait la moindre validité. Alors parfois ils ont raison, parfois ils se trompent, parfois ils décrivent simplement des états de fait, ils font pas forcément des rapports de stratégie, donc c'est mi-figue mi-raisin, et ça dépend aussi parce que c'est pas forcément toujours les mêmes qui font les rapports, et puis ils parlent de plein de trucs, ils parlent aussi d'économie, donc ils parlent pas forcément que de climat, donc voilà, ça dépend en fait, et puis évidemment leurs rapports ils sont pas non plus forcément suivis, c'est-à-dire que parfois ils font des rapports mais on s'en fout. Donc c'est pas qu'ils soient suivis ou pas, c'est que en général ce genre d'institutions officielles, ils font des rapports et le monde officiel leur explique avant ce qu'il doit y avoir dans le rapport. Oui. Donc ils servent d'excuse à une politique que le gouvernement souhaite et on va chercher l'avis d'experts qui sont en fait que des valets vendus au gouvernement, quoi. Donc, exactement. J'aimerais savoir, moi, si la seule preuve d'indépendance de France Stratégie, donc encore une fois, je sais pas qui ils sont ni ce qu'ils foutent, ce serait qu'ils vendent leurs services à des gens du secteur privé, quoi. Mais à mon avis, leur coût est assuré à 100% par l'État. Oui, j'imagine, en tout cas sur ce genre de rapport, un rapport commandé par le gouvernement, j'imagine que tout ce qui a besoin... Pourquoi le gouvernement ne me demande pas un rapport à moi? Je serais prêt à le faire, comme je l'ai toujours dit, je suis prêt à faire acheter par n'importe qui, moi. Ah ouais, non, mais... comme ça qui paye. Moi, je suis d'accord, hein, je veux bien vous aider, même. Hein. Non, mais ça se passerait, bien sûr, je prendrais la commande officiellement, mais c'est vous qui feriez le boulot. Naturellement. Naturellement, non, mais ça va pas, j'aurais pas travaillé, Voilà, il y aurait votre nom dessus, je suis le chef, c'est normal. Non, mais voilà, évidemment, déjà, il y a un biais dans la manière de formuler le truc, puisque c'est Matignon, donc le Premier ministre, qui demande un rapport. Donc forcément, le rapport va essayer de définir les actions qui peuvent être effectuées par le Premier ministre. Donc déjà, l'idée, c'est de faire comment on va lutter contre le réchauffement climatique. Donc déjà, il y a un biais à la base qui est, quelque part, comment l'État va devoir imposer des nouvelles normes pour lutter contre le réchauffement climatique. Le premier biais, si vous voulez, c'est est-ce qu'il y a un réchauffement climatique? On a l'air d'accepter que c'est certain. Il y a pas mal de gens qui disent que, c'est peut-être pas aussi certain que ça en a l'air, et deux, que c'est peut-être pas d'origine humaine. Donc, c'est-à-dire on passe les deux premières étapes qui sont les deux plus essentielles. Alors, on peut quand même établir aujourd'hui qu'il y a un consensus scientifique sur est-ce qu'il y a un réchauffement climatique. Il y a globalement, si on regarde les températures depuis 150 ans, à peu près tout le monde est d'accord pour dire... Il y a eu un léger réchauffement. Vous savez que si vous regardez depuis 150 ans, il y a eu un mini-âge glaciaire qui a commencé Louis XIV et qui s'est terminé il y a 150 ans. Et il s'est terminé à 150 ans. Et depuis, ça remonte doucement. Donc, vous commencez à l'endroit des températures les plus basses parce que c'est le moment où on a inventé le thermomètre. Mmh.
Donc tout le monde a pu commencer à mesurer. Mais si vous prenez les cercles ou la glace, les cercles des arbres, etc., vous avez eu un âge glaciaire qui a duré de 1710 à 1869, 70. Et ça commence. Donc le point d'où vous partez, c'est le point le plus bas. Mais si vous partez en prenant des températures autres que par les thermomètres, 200 ans après, vous êtes sur une grosse droite horizontale où il ne s'est rien passé du tout. Oui. Donc l'endroit d'où vous commencez, c'est comme dans un marché boursier. Si vous commencez le jour du plus bas, vous dites on est monté de 200%. Bien sûr. Mais si vous commencez il y a 3 ans ou avant qu'il se pète la gueule, il ne s'est rien passé. Donc ce que je veux dire, c'est que j'ai suffisamment, comme disait Churchill, les seules statistiques que j'utilise, c'est celles que j'ai trafiquées moi-même, quoi. Donc, encore une fois, prouver que on a un réchauffement climatique depuis 150 ans, alors qu'il y a 150 ans, justement, c'était un plus bas des températures, c'est se foutre du monde. Ouais, évidemment, un réchauffement climatique, c'est dans un référentiel. C'est-à-dire, c'est un réchauffement, oui, mais par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Ben, si on prend les 400 dernières années en Europe, ou les 500 dernières années, il y a eu, en 1250, il y a eu un plus haut de température, puis on est tombé dans un plus bas à peu près sur Louis XIV. Puis, non, attendez, oui, c'est ça, il y a eu une première période, puis un certain réchauffement, puis on est retombé, puis maintenant on est en train de remonter. Mais si vous prenez sur le long terme, il n'y a rien qui s'est passé. Bah, vous avez peut-être raison, tout à fait. Non, j'ai pas raison, j'ai raison. D'accord. C'est pas peut-être. Vous avez raison. Non, parce que j'ai regardé les chiffres. Puisque je suis un esprit scientifique, je vais regarder les chiffres. On ne fait pas le coup, je vais prendre le jour du plus bas pour vous expliquer que ça monte tout le temps. Ouais. Mais alors en tout cas, si on prend à partir de 1850, alors après on peut dire que 1850... Mais est-ce que c'est une hausse? Ce qu'il y a d'intéressant en statistique, c'est que vous prenez des températures, ou des cours de bourse, c'est pareil. Vous faites, ça se balade, ça monte, ça baisse, ça monte. Vous prenez sur de la plus longue période possible ce qu'on appelle l'écart type. C'est-à-dire que vous faites la moyenne, et vous voyez combien en moyenne vous vous écartez de la moyenne. Oui. Bon, ça vous donne une espèce de bande qui est normale. Mais si vous prenez les 300 ou 400 dernières années, on n'est absolument pas sorti de la bande. Et il ne s'est rien passé. Donc, si vous prenez depuis 150 ans, ça vous fait une bande plus étroite et qui monte comme ça. Ouais. Mais ça n'a aucune valeur scientifique. C'est sur des statistiques qui n'ont aucune valeur scientifique. Parce que vous n'avez pas pris le temps long. Et donc, je dis aux gens, mais de quoi parle-t-on ? Si on essayait d'abord de faire un constat, quand vous prenez le bouquin de cet Américain dont j'ai parlé ici, là, qui était le conseiller d'Obama, professeur au Caltech, etc. Il dit que on peut déceler aux États-Unis, et encore, c'est pas si net que ça, et en Amérique du Nord, et partout d'ailleurs, un certain réchauffement, donc, que je ne nie pas, parce qu'en effet, depuis 10, 15, 20, 30, 40 ans, il y a une espèce d'os. Mais ça s'est passé uniquement par des températures les plus basses qui étaient moins basses. Il n'y a pas eu de température plus chaude, en moyenne. Donc en fait, c'est à la place d'avoir moins 40, vous avez moins 20 en hiver, quoi. Bon, c'est donc un point important qu'il faudrait peut-être signaler. Donc ça se réchauffe pas tant que ça, puisque c'est simplement quand ça accueille. Oui, effectivement, si le réchauffement climatique, ça consiste en des hivers plus doux, à ce moment-là, c'est moins grave que si ça consiste en des étés beaucoup plus chauds. Beaucoup plus chauds. Donc ça, et en plus, vous prenez un type comme Gérondeau, qui est quand même, je crois... Bon, il était politicien, je crois qu'il est corps des mines, enfin c'est un type et qui passe sa vie à étudier ce genre de trucs. Enfin, il a déjà publié 3 ou 4 livres, Christian Gérondeau. Il passe assez souvent dans les radios-télévisions malpensantes, du style de Sud Radio. Ben, lui, il dit que depuis 9 ans, d'après toutes les statistiques officielles, j'ai pas regardé moi-même, donc je le cite, il n'y a aucune hausse des températures. Depuis 9 ans, ça fait 9 ans que ça monte pas. J'ai regardé ça. Alors, il a tout à fait raison sur les 9 dernières années. Mais alors, vous savez, c'est un petit peu comme tout. C'est-à-dire que si on prend toujours des bonnes... Non, mais sur les 9 dernières années, il s'est rien passé. Oui, mais le truc, c'est que si on regarde sur les 150 dernières années, à chaque fois, on peut prendre 10 ans ou 9 ans où on peut dire ça n'a pas augmenté. Sauf que globalement, ça a quand même augmenté. Mais ce qui est intéressant, c'est que le CO2 a pas arrêté de monter pendant ces 9 dernières années parce qu'on en a eu plein. Donc, si c'était la cause, logiquement, on ne comprend pas bien pourquoi ce serait pas monté. Après, bon, ça c'est aussi, ça peut être donc, dans une les points que j'essaie de dire sur le réchauffement climatique qui me semble important, c'est premier point. Maintenant, on a par exemple, le GIEC, vous savez, ce machin des Nations Unies, ils ont publié dans leur dernier rapport une courbe des températures qui remonte à 1200, dans lequel ils ont effacé la hausse qui s'est passée à l'époque. Ils ont manipulé les données. Parce que si vous mettiez le plus haut de 1200 ou 1250, qui était à l'époque de Saint-Louis,
vous voyez qu'on a baissé, puis on est remonté, on est à peu près à mi-chemin. Si vous l'enlevez, vous voyez qu'on a baissé, puis qu'ensuite on est en train de remonter. Ouais. Donc, ils ont fait un faux. Pourquoi le GIEC, qui est quelqu'un d'international, fait-il un faux ? La réponse de tous les gars qui s'intéressent à ce métier, c'est du faux, de ce genre de faux que dépendent les contrats que vous avez, qui vous permettent d'embaucher des chercheurs pour prouver que le réchauffement climatique a lieu. Cherchez le pognon. Les seuls qui ont du fric aujourd'hui dans toutes les universités, c'est les gars qui cherchent à prouver que le réchauffement climatique a lieu. Et on m'explique que ceux qui sont contre, ils reçoivent du pognon d'Exxon. C'est possible, mais je peux vous dire que le pognon qu'envoie Exxon, c'est probablement 1/100 de ce qu'envoie l'État français pour prouver, comme avec le rapport France Stratégie, que le machin augmente. Donc, encore une fois, comme pour le Covid, comme pour le danger, je sais pas quoi, on arrive à une conclusion qui est assez simple. C'est tout ce qui nous oblige à avoir un gouvernement mondial est toujours prouvé comme scientifique. Parce qu'on doit se taire si la science a parlé. Mais attendez une seconde. C'est exactement le contraire de ce qu'est la science. La science, c'est que tout le monde a le droit d'ouvrir sa gueule. La science, ça n'est pas une question de consensus, ça n'est pas une question... La science, c'est pas le dogme de l'Église catholique. J'ai le droit de dire, et je m'en prive pas, que je ne suis pas satisfait des mesures que je reçois, des informations que je reçois sur le domaine scientifique, qu'il y a des dizaines de professeurs d'université aux États-Unis, en météorologie, en sciences de la nature, etc., qui publient tout le temps pour dire que tout ça n'est pas vrai, et qu'on n'en entend jamais parler, il faut aller les chercher un par un. Donc, encore une fois, je ne vais pas me faire avoir une deuxième fois comme je me suis fait avoir par le Covid. La science exige qu'on se fasse tous vacciner. La science exige rien du tout, vous n'avez rien prouvé pour l'instant. Et donc, c'est pour ça que ce rapport, si vous voulez, c'est qu'un truc de plus où on nous montrait que c'est très grave, et que donc il faut absolument que la France abandonne sa souveraineté sur, je sais pas, la construction de ses maisons ou n'importe quoi, pour la confier à un organisme international. Et puis ensuite, la fois d'après, on dira que ça peut pas être financé par les impôts français, donc il faut que ça soit financé par une banque internationale où nous, on aura une monnaie numérique, on n'aura pas le droit de dépenser de l'argent si c'est pas permis par le gouvernement. Donc, il faut quand même commencer à comprendre que toutes ces espèces de grandes causes globales et mondiales, d'abord, il y a que les gars en Europe et sur la côte ouest des États-Unis qui s'y intéressent. Le reste du monde, ils en ont rien à cirer. Et deuxièmement, c'est qu'il y a un projet politique derrière qui est d'attenter à nos libertés individuelles. Oui, ça, bien sûr. Et donc, bien sûr. Il faut arrêter de me raconter des calembredaines, hein. C'est ça, ce qui m'intéresse, c'est le projet qui est de plus en plus visible, et non pas du tout la chaleur, parce que je signale que pour la première fois dans l'histoire des mesures en France, de janvier à fin avril, il n'y a pas eu un seul jour au-dessus de 25 degrés à Paris. Ça s'était jamais passé dans l'histoire. Toujours, il y avait eu un jour au printemps, il faisait 27, 28, 29. Donc le réchauffement atmosphérique, j'ai un gros coup de fatigue avec, hein. Non mais voilà, le truc c'est que évidemment tout dépend du référentiel qu'on prend, c'est-à-dire que si vous prenez les 10 dernières années, ça va pas donner les mêmes chiffres que sur les 20 dernières années ou sur les 150 dernières ou sur les 1000 dernières. Donc forcément tout ça dépend du référentiel. Ensuite effectivement, vous en avez parlé, mais il y a des faux qui sont faits. Moi je fais pas de faux. Oui. Le GIEC a fait des faux. C'est comme la fameuse courbe en crosse de hockey qui avait été publiée pour montrer qu'il y avait une accélération immense. On s'est rendu compte une fois qu'on lui demandait de publier ces statistiques qu'il avait fait, qui était un Canadien, je crois, que c'était faux. Ouais. Donc, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ces gens qui soutiennent le réchauffement atmosphérique sont prêts à faire des faux scientifiques tout en se réclamant de la science. Et moi, je me réclame de personne, je demande les chiffres. On a un gros biais scientifique et ça c'est quand même un problème, c'est-à-dire que vous avez beaucoup plus de chances en tant que scientifique de vous en tirer si vos conclusions vont d'un côté plutôt que si elles vont de l'autre, alors que ça devrait être plutôt neutre, et à ce moment-là on devrait voir s'il y a effectivement un consensus scientifique. Donc bon, mais là ce n'est même pas vraiment la question, là on se pose même pas la question de savoir s'il y a un réchauffement ou si même on peut si on se pose un petit peu la question de si on peut faire quelque chose. Je voudrais revenir à un truc. Le gouvernement français pose la question comme s'il était certain, lui, qu'il y avait un réchauffement climatique. Ouais. Comme il nous a posé la question comme s'il était certain que les vaccins allaient nous guérir. Oui. Donc, si vous voulez, ce qu'il y a de certain, c'est que le gouvernement français, lui, il prétend qu'il sait et qu'il est certain. Ouais.
Et je prétends que rien ne lui permet de penser ça, donc je vais pas obéir. Admettons quand même qu'on prenne un référentiel, on va dire, d'une vie d'homme. C'est-à-dire, nous, ce qu'on a connu, c'est sur les 70, 80 dernières années. Oui. C'était quand même des températures, il y a 80 ans, qui étaient un peu plus faibles qu'aujourd'hui, globalement. Mais les étés étaient plus chauds. Moi, j'ai des souvenirs d'été en Provence où je crevais de chaud, on sortait pas avant 4 heures. Peut-être, ça je peux pas. Non, il y a un truc qui est intéressant, qui marche, c'est que vous avez, c'est le début des récoltes de vin, enfin de raisin en Bourgogne. Ouais. Là, il est certain que ça vient plus tôt. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a dû avoir un réchauffement. Mais on les tient depuis justement 1200 ou 1300. Avant, on les a pas parce qu'il n'y en avait pas. Donc, mais il y a des choses comme ça, mais on sait aussi exactement la température qu'il a fait quand on fait des carottes de glace dans l'Antarctique. Un autre mensonge, c'est que j'étais dans une réunion officielle où des officiels donnaient des prix à des autres officiels pour se congratuler les uns des autres d'être officiels. Vous savez, c'est ce qu'on appelle autrefois, quand j'étais enfant, on avait la remise des prix à la fin de l'année. Vous savez, il y avait le prix d'excellence et puis le prix de français, etc. Moi, j'en ai jamais eu, mais j'étais un mauvais élève, mais ça perdure. Vous avez des hommes de 50 ans qui donnent des prix à des hommes de 50 ans qui sont très contents de recevoir des prix. Je trouve ça roulant. Ils sont très, très honorés. Là, il y avait une jeune femme qui avait reçu un prix pour l'écolo, justement, et qui disait qu'elle était très inquiète parce que l'Antarctique était en train de fondre. Or, c'est faux. L'Antarctique, il n'y a jamais eu autant de glace. C'est faux, c'est simplement faux. Donc cette jeune personne, soit elle est incompétente, soit elle ment, mais elle venait de recevoir un prix d'écologie. Mmh. Donc si vous donnez à des menteurs des prix d'écologie qui est donné par des autres menteurs, ça donne confiance dans la science. Hein. Oui, c'est sûr, oui, c'est sûr. Oui, si le système s'entretient comme ça... C'est Lysenko, c'est celui qui avait expliqué qu'il y avait une biologie marxiste. Mmh. Oui, on en sait quelque chose aujourd'hui. C'est quand même un des plus gros mensonges de l'histoire de la pseudo-science. Mais alors, on va juste partir d'un principe, c'est-à-dire même si c'est faux, admettons. Même si c'est faux, admettons. Du coup, non, pas qu'est-ce qu'on fait ? Admettons qu'il y a un réchauffement, admettons que ce réchauffement est causé par l'homme et même qu'il est causé par ses émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Ouais. Même si c'est pas vrai, on va partir de ce principe-là. En gros, c'est de ce principe-là que parle le rapport. Comme étant prouvé. Et donc l'idée, c'est comment on va faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et déjà, ce qui m'a frappé, c'est que dès la première page de ce rapport, bon, j'ai pas tout lu non plus, mais j'ai un peu parcouru transversalement. Et dès la première page, il nous explique que il faudra bien plus compter sur les obligations et donc les interdictions des États Pourquoi tu es pas surpris que sur le capitalisme. Pourquoi je suis pas surpris ? Et alors moi du coup à côté j'ai quand même je suis allé un petit peu sur internet, sur des sites dont les informations sont tout à fait estimables, voir par exemple comparer typiquement l'évolution du PIB d'un pays avec l'évolution derrière de ses émissions de gaz à effet de serre. Donc par exemple j'ai choisi la Suède. J'ai trouvé que la Suède, bon depuis 1990, donc depuis 30 ans, son PIB avait augmenté de 80%. Et ses émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 35 à 40%. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les pays capitalistes et qui ne pratiquent pas des interdictions dans tous les sens peuvent cumuler une croissance et un capitalisme avec une diminution des émissions de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de lien entre le capitalisme et les émissions de gaz à effet de serre. Le lien est même inverse. Oui, alors c'est pas faux ce que vous dites. Mais il faut faire attention, parce qu'il y avait une relation presque de 1 à 1 entre la consommation d'énergie et la consommation et la croissance. Oui. Donc, ça veut dire que la Suède a dû changer ses sources d'énergie. Oui, évidemment. Et donc, elle a dû faire, j'imagine, du nucléaire avec Vattenfall, je ne sais pas. Elle a dû faire beaucoup de... Je sais qu'en Norvège, ils ont beaucoup d'hydroélectricité. Ils ont dû lui vendre beaucoup de gaz. Et elle a peut-être mis d'autres choses, du style des moulins à vent, ou j'en sais rien. Mais prenons à l'échelle mondiale, les fossiles, les énergies fossiles représentent à peu près 80% de la consommation d'énergie. Et le reste, c'est même pas 20%. Donc,
la Suède a réussi à se sortir de ce piège fossile, mais je vois pas comment un pays comme l'Allemagne peut s'en sortir, parce que c'est... Oui, c'est vrai, c'est plus compliqué pour l'Allemagne. Ouais. C'est même des pays comme l'Italie, etc., je vois pas très bien comment ils vont s'en sortir. L'un des thèmes que nous avons développés, nous, c'est quand même de dire que dans 20 ans, il est très probable que l'énergie qu'on consommera sera toujours à 80% fossile. Quoi. Et je vous signale que l'Inde et la Chine ouvrent une centrale à charbon toutes les semaines, par semaine, mais que les technologies qu'elles utilisent pour ces usines à charbon font que si on les transformait toutes les centrales à charbon dans le monde avec ces nouvelles technologies, on aurait 10% de fois moins d'effets de serre. Parce qu'elles sont très efficaces, alors que les anciennes, elles salopaient partout. Donc, est-ce que la Suède a aussi fait un énorme effort, par exemple, pour les centrales à charbon, pour mettre des bonnes technologies? C'est possible. Mais c'est pour ça, encore une fois, que je reviens à la même chose. C'est pas la peine de condamner les énergies fossiles. Il faut simplement peut-être améliorer autant que faire se peut le fait qu'elle pollue de moins en moins, quoi. Oui, tout. La transformation, la gestion des déchets, les trucs comme ça. Voilà. Donc, si vous voulez, le fait que la Suède ait rompu cette relation, elle a certainement rompu avec les énergies fossiles pour l'instant, mais elle les a probablement pas rompues avec les consommations d'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire très attention. Non, bien sûr. Il faut faire très attention. Ça ne veut pas dire qu'elle voilà. Or, ce que nous prépare l'Europe, ce qu'elle demande, c'est que la consommation d'énergie en Europe baisse de 25% dans les 15 ans qui viennent. Oui, absolument. Ça, c'est de la folie. C'est de la folie. Donc, ce que je dis avec la Suède, c'est absolument pas que sa consommation d'énergie a diminué de 30%. Non. Absolument pas. Elle a même augmenté, évidemment. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, quand on est intelligent et quand on fait un petit peu confiance aussi au capitalisme, qu'est la mise en concurrence de plusieurs manières, justement, de créer de l'énergie et de manière de l'utiliser, et ben, justement, on peut consommer plus d'énergie en justement émettant beaucoup moins de gaz à effet de serre et en émettant moins de déchets. Pareil, si on prenait l'ensemble des déchets nucléaires que la France avait émis depuis 1960, on pourrait même pas remplir Notre-Dame avec. Alors qu'à côté de ça, on a des cimetières, par exemple, d'éoliennes qui sont monstrueux. Complètement monstrueux. Ce qu'il y a, c'est qu'en plus, on a fait un trou quelque part dans la Meuse où on peut les enterrer à je sais pas combien de profondeur et dans un sol qui est inerte depuis la nuit des temps, donc il n'y aura aucun risque. Ouais. Et je sais qu'en plus, ces déchets nucléaires, on peut maintenant les reprendre pour en faire un carburant de meilleure qualité pour les prochaines. Et ça, donc, c'est-à-dire que la France a suffisamment maintenant de matériel nucléaire pour quasiment pas avoir besoin d'apporter d'uranium jusqu'à la fin des temps, quoi. Donc aussi, c'est que ces déchets dont on pensait qu'ils servaient à rien, ils peuvent maintenant être repris pour en faire en eux-mêmes donc il y a des progrès technologiques qui se font, et c'est pour ça que quand les Allemands gueulent comme des ânes quand on dit que l'énergie nucléaire n'est pas une énergie verte, c'est parce qu'ils ont décidé d'abandonner pour des raisons idéologiques l'énergie nucléaire, mais que c'est se tirer une balle dans le pied dans toute logique. Quoi. Mais ça, évidemment, en fait, le truc, c'est que, évidemment, ce n'est pas la raison, c'est le prétexte. Oui. C'est-à-dire que même, j'ai vu l'autre jour une interview de Jean-Marc Jancovici. Alors, c'est quelqu'un de très compétent, de très intelligent, mais pareil, en fait, ils sont juste pour limiter l'être humain. C'est-à-dire que Jean-Marc Jancovici nous dit que même si on trouvait une source d'énergie infinie et qui ne produisait aucun déchet, eh bien en fait ce serait une mauvaise chose. Oui, parce qu'il faut quand même que on est sur Terre pour en baver. Voilà, non, mais c'est toujours pareil, si vous voulez, c'est le vieux débat entre les Malthusiens et les Schumpeteriens, pour parler. Le Malthus, c'est-à-dire il y en aura pas assez pour tout le monde. Et les Schumpeteriens, ils disent, ouais, c'est pas vrai du tout, parce qu'il y a toujours un gars qui aura une idée dans sa cuisine un jour, du style Elon Musk, et qui changera la nature. Donc, le Malthusien, il pense qu'il sait tout, parce qu'il n'y a plus rien à apprendre, on a déjà tout découvert. Et le Schumpeterien, il va dans sa cuisine essayer de trouver une solution. Ouais. Donc, d'un côté, vous avez un gars qui est dans le fond désespérant, et de l'autre, côté, qui dans le fond porte l'espoir. Mais moi, je serai toujours du côté de l'espoir. Oui, moi aussi. Et c'est pour ça que je suis absolument persuadé que même la Chine ou l'Inde, qui aujourd'hui ne semble pas trop se préoccuper de ces trucs-là,
Je pense que d'ici quelques années, ils vont se poser la question et qu'en même pas 20 ans, ils vont parfaitement réussir leur transition énergétique. Mais ce qui se passe en Inde sera plus difficile parce qu'en Chine, c'est un pouvoir centralisé pour pas qu'il le reste. Oui. Mais ce qu'on voit très bien, c'est que la Chine, par exemple, était extraordinairement polluée. C'est-à-dire que vous pouvez pas vivre à Pékin, tous vos enfants travaillent des pneumonies tout le temps, c'est affreux. Il commence à y avoir une émission spectaculaire du côté de la pollution. Mais ça, autant toute l'histoire de CO2, ça me fait doucement rigoler, autant la pollution, ça, il faut être impitoyable. Oui, ça existe. Ça existe et c'est dégueulasse et ça fout en l'air la vie des gens, etc. Oui. Et donc, sur la pollution, toutes les mesures prises pour limiter la pollution me semblent tout à fait excellentes. Et donc, en Inde et en Chine, ils vont passer de l'énergie n'importe comment, parce que c'était essentiel à leur démarrage, à maintenant l'énergie, mais dans des bonnes conditions. Et puis ensuite, on verra l'énergie propre et ça viendra. Donc, si vous voulez, sur 80 ou 90% des émissions de CO2 aujourd'hui dans le monde sont faites entre l'Inde, la Chine et quelques autres grands pays comme ça. Donc, ce qu'on fait nous, ça n'a strictement aucune importance. Ouais. Ouais, et donc évidemment ce que le rapport préconise, c'est donc ce que tout le monde ce que nos élites françaises et les élites européennes, luxembourgeoises, belges, allemandes, c'est-à-dire la sobriété énergétique. Donc juste, en fait, on va consommer moins, on va être beaucoup plus socialiste, on va empêcher justement on va dire la mise en concurrence, le capitalisme, l'innovation technologique. Enfin, en tout cas, elle va être peut-être pas empêchée, mais limitée dans ce genre de contexte. Et c'est les gars du CNRS qui vont faire des inventions. Oui, c'est ça, oui. On compte sur eux. Hein. Mais le pire, c'est que moi, je connais des gars du CNRS. Il y en a un qui m'a raconté une histoire, je ne sais pas si elle est vraie, mais elle est très belle. Quand Microsoft Office est sorti, vous savez, avec le tableur Excel, etc., oui. Les gars du CNRS ont regardé ça et ont dit « Mais ça fait des années qu'on l'a ». Ils l'avaient fait, ils l'avaient introduit au CNRS, mais ça leur était pas venu à l'idée de le commercialiser. De le commercialiser. Donc je suis sûr qu'il y aurait un boulot incroyable à faire, c'est d'être spécialiste du CNRS, d'aller chercher tous les brevets qu'ils ont déposés et qui pour l'instant ramassent de la poussière, alors qu'il y aurait sans doute des cartons à faire pas croyables. Ce qui manque en France, c'est pas les gars dans le fond CNRS, ils sont très compétents. C'est un gars qui part du CNRS et qui crée l'entreprise derrière pour faire des gars qui ont pensé ce qu'on pourrait en faire. Donc, oui. il nous manque justement cet espace de translation du secteur public vers un secteur privé. Oui, vers le secteur privé et donc vers la mise à disposition au monde entier, quoi. Évidemment, ouais, on a ce gros problème en France. On est encore capable de créer des élites scientifiques assez compétentes, mais derrière, on manque la fibre entrepreneuriale. Surtout, quand vous allez au CNRS, ils vous disent gagner de l'argent, perc. Oui. Comment ça, Berck? Oui. Comment vous l'êtes indépendant dessus? Oui, c'est franchement un truc à creuser. Ça se trouve, ils ont plein de brevets qui sont en train de prendre la poussière. Et ça se trouve, non seulement ils pourraient s'autofinancer, mais ils pourraient peut-être multiplier tout leur salaire par 10, voire par 100 peut-être. Voilà. Donc oui, ce serait un truc à creuser peut-être. À creuser, il faudrait envoyer des jeunes scientifiques qui connaissent quelque chose. Et puis faire des levées de fonds pour utiliser les brevets du CNRS. Ouais. Mais donc il y a cette idée qui est extrêmement répandue qu'il y a un rapport, qui a un rapport déjà de 1 à 1 entre donc la consommation énergétique et la croissance, mais qu'il y a aussi un rapport de 1 à 1 entre la consommation énergétique et justement toutes ces émissions de pollution. Or, ce n'est pas vrai. En tout cas, dans ce qui concerne l'énergie nucléaire, c'est de 0,1 puisqu'on n'émet rien du tout. Ouais. Donc on n'aimait rien du tout. Donc, on n'aimait absolument rien. Oui, il y a Mélenchon qui s'émeut que l'on émette de la vapeur d'eau avec avec le nucléaire. Voilà, on crée des nuages, c'est quand même un énorme problème, quoi. Surtout que personne, ça aussi c'est un truc aussi de la science actuelle. Pour comprendre le climat, il faut comprendre les nuages, qui est de loin le système le plus compliqué au monde. Et il n'y a pas un seul modèle qui intègre les nuages, parce que les nuages c'est un truc qui est complètement incompréhensible. Donc on ne comprend pas la façon dont fonctionnent les nuages. Or, c'est 90% du climat. Donc vous faites des modèles sur les 10%, et les 90%, vous n'avez aucune idée. Mais on ne sait pas comment les nuages font. Parce que vous avez des nuages très hauts qui sont très froids, d'autres qui sont pas si froids que ça, puis vous en avez en bas qui sont trop froids, puis qui sont pas chauds. Comment ils marchent les uns avec les autres, quel effet ça sur le climat, personne n'en a la moindre idée. Donc j'avais lu un bouquin de spécialiste de la NASA du climat, qui commandait tous les satellites, vous savez, qui vérifiaient le climat. Il disait,
On pige rien, c'est complètement aléatoire. On pige rien, il n'y a pas un ordinateur qui peut même nous donner la moindre idée qui est la moindre idée de la puissance. Donc les capacités de calcul encore sont très insuffisantes. Puis on ne sait pas comment ça marche. Ça se trouve, c'est peut-être une intelligence artificielle un jour qui nous expliquera comment ça fonctionne. Voilà. Je sais pas. Peut-être, on verra. Enfin, voilà, ça c'est encore un énième rapport socialiste pour nous expliquer que en fait ça à un gouvernement mondial et qu'à la tête de ce gouvernement mondial il faut monsieur Attali. Voilà, c'est ça, et que vous êtes bien gentils les pécores, mais on va arrêter le diesel pour aller au boulot et on va commencer il faut que vous achetiez des choses, je vous dis, des chaussures de chrétiens de gauche, là vous savez, avec des lanières là, les pieds nus dans la neige, une robe de bure, et qu'on se retrouve comme au Moyen-Âge. On peut pas aller plus de 10 km de chez soi parce que c'est loin là-bas. Ouais, et puis il faut réattacher les paysans à la glèbe. Et puis, voilà, et puis si possible même recommencer à ramasser les trucs dans les champs avec les mains. Oui. Et puis du coup pourquoi pas même importer des dizaines de millions d'Africains qui seront peut-être bien contents de ramasser des fraises à la main, ça, je sais pas. Ah oui, ça caille, c'est vrai. Quand ça caille, ils sont peut-être pas joyeux, mais j'en sais rien, peut-être ils sont capables, j'en sais rien. Oui, peut-être. Moi, à mon avis, on devrait les faire venir d'Ukraine, allez. Oui, peut-être. Ouais. Je sais pas s'ils ont une réserve d'hommes suffisante quand même. Non, je suis sûr que non. À mon avis, vaut mieux piocher en Afrique quand même. Il y a plus de 2 milliards d'habitants. À mon avis, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Et puis, ce seront les seuls à accepter des salaires aussi bas. Donc, comme ça, on pourra en même temps rétablir un bon socialisme à l'ancienne. Et en plus de ça, rétablir l'esclavage. On aura le pire des deux systèmes. Déjà, on a rétabli le trafic d'esclaves en Méditerranée. Donc, c'est ce que vous savez avec les bateaux, là, les ONG, elles ont rétabli le trafic de l'esclavage. Donc, ce serait une bonne idée. Oui, on pourrait régulariser tout ça. Oui, ça me paraît un plan plutôt acceptable. Ouais. Je pense qu'à mon avis, ils n'auront rien à redire à la Commission européenne. Et alors, ce qui m'a fait un peu tiquer, c'est que donc j'ai vu d'un côté ce rapport. Donc d'un côté, on a un rapport qui dit OK, on a un réchauffement climatique, mais vous inquiétez pas, on a les solutions, on va essayer de faire baisser tout ça. Les solutions, c'est que vous bougez moins. Alors la solution, c'est justement que vous bougiez moins, vous éteignez la télé, vous abandonnez le véhicule. Mais nous, on se réunit tous ensemble au Japon. Ouais. On aurait pu faire ça par Zoom. Oui, éventuellement, ouais. Oui, mais il faut peut-être mieux couper Internet aussi. Enfin, ça dépend pour qui, on sait pas. Non, mais je trouve extraordinaire que tous ces gars qui nous expliquent que tout va mal, il a dû avoir, je sais pas combien de dizaines et dizaines d'avions qui sont allés à Tokyo pour ce truc-là. Ça, on a vu, par exemple, la semaine dernière, on a Harrison Ford qui a fait sensation à Cannes parce qu'il nous a expliqué « Oui, le réchauffement climatique, machin, c'est plus possible, maintenant, il faut arrêter. » Il a pris son avion pour repartir. Évidemment, après, il dit à tout le monde d'abandonner le diesel et puis après, il repart dans son jet privé direction Los Angeles, quoi. Donc, bon... Ça aussi, c'est le genre de truc qui m'énerve un peu et qui énerve beaucoup de gens, et je pense qu'on peut le comprendre parce que quand on leur dit alors va falloir payer un impôt supplémentaire contre le réchauffement climatique, allez, ciao les pécores, je reviens dans mon avion, c'est sûr que oui, ça pose problème quand même. Ben oui, moi c'est toujours la même chose, c'est vieux comme les rues, c'est-à-dire que vous vous trouvez dans un monde où il y a un monde pour vous et un monde pour eux. Et donc, dans leur grande bonté, ils veulent bien faire des règles pour vous, mais il est hors de question que ces règles s'appliquent à eux. Parce que, c'est-à-dire que, c'est la vieille blague, vous savez, il faut augmenter les impôts sur les pauvres parce qu'il y en a beaucoup plus. Donc, la réalité, si vous voulez, c'est qu'il faut mettre des règles sur les pauvres pour les empêcher d'être libres, de bouger, il faut qu'ils restent à leur place. Ouais. Et puis, les gens du château, ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce que quand même, eux, ils ont prouvé qu'ils étaient utiles. Si vous voulez, moi, je trouve que cette façon de dire qu'il n'y a que ceux qui ont gagné de l'argent qui sont utiles est une baisse de l'intelligence collective qui dépasse l'entendement. Surtout quand on fait en sorte justement que plus personne ne puisse gagner de l'argent correctement et puisse s'en sortir sans avoir justement des subventions. C'est-à-dire que ces gars-là essayent de se faire des rentes à partir des profits qu'ils ont accumulés dans le passé, quoi. Mais en principe, si vous voulez, ça se termine toujours avec des fourches et des gens pendus aux arbres. Ouais, en principe. C'est pas toujours les bons qui sont pendus aux arbres, mais il y en a, quoi. Non, c'est sûr, oui, c'est parfois difficile de faire le tri correctement quand ça arrive. C'est sûr que... Le peuple est parfois un peu maladroit. La colère accumulée fait que, parfois ça manque un peu de précision, quoi. On tape sur des gens qui n'ont rien à la personne. C'est pas aussi chirurgical que ce qu'on voudrait, quoi. Non.
Mais donc on a d'un côté ce rapport qui dit vous inquiétez pas les gars, on a les solutions, ce qu'il faut c'est un socialisme voire un communisme mondial pour arrêter le réchauffement climatique, et d'un autre côté il y a le gouvernement qui a fait un autre rapport pour se dire oui mais alors si jamais ça n'arrivait pas, si jamais on avait un réchauffement climatique de plus 4 degrés d'ici 2100, qu'est-ce qu'on devrait faire? Et là je me suis dit c'est quand même bizarre parce que peut-être qu'il prépare, je sais pas, un changement de discours ou j'en sais rien, mais c'est-à-dire que c'est contradictoire. On ne peut pas en même temps prétendre lutter contre le réchauffement climatique et dire en même temps ah oui mais on va l'avoir de toute manière. Mais vous ne pas, je crois qu'ils sont en train de nous préparer à l'idée qu'ils vont échouer parce que ça ils ont l'habitude. Oui, ça, ils font ça très bien. Donc on va avoir le réchauffement parce que je pense que dans leur esprit limité, ils sont certains que le réchauffement climatique va avoir lieu. Donc, comme ils sont certains que ça va avoir lieu, il est probable qu'on va se cailler dans les années qui viennent, mais ça, c'est pas... Mais comme eux, ils sont certains, ils préparent déjà l'échec. Parce qu'ils disent, bon, on est certain que ça va avoir lieu, mais nous, on ne va pas y arriver. Donc, il faut qu'on prépare aussi l'étape suivante qui sera, on vous avait prévenu, on a, et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Donc, c'est pas si contradictoire que ça. Pour moi, c'est simplement l'étape 2. L'étape 2, c'est-à-dire que l'étape 2, c'est de dire, écoutez, on fait trop de réchauffement climatique, et c'est parce qu'on est trop nombreux, donc il faut qu'on passe à 500 millions d'habitants sur Terre. Quoi. Je crois que l'étape 2, ça va être l'euthanasie pour tous les gens qui n'ont pas 500 millions de dollars. Mm-hmm. Il faut que je bosse encore, parce que je suis... Bon, faut remarquer, moi j'ai 80 balais, mais... Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on voit bien l'étape suivante, que tous les gens autour de Bill Gates développent avec beaucoup d'enthousiasme, c'est que, dans le fond, il n'y a que les gens vraiment utiles qui devraient être autorisés à vivre. Quoi. Les autres, il faut leur permettre... Et on commence à faire passer des législations sur l'euthanasie, Oui, bah ça, ouais. Et qui peut être volontaire, d'ailleurs. Vous pouvez avoir 23 ans, votre petit ami vous a plaqué, vous avez un coup de mou, vous allez vous faire euthanasier, quoi. Ouais. Si on s'euthanasie pour les peines de cœur, on n'est pas rendu, les mecs. Oui, c'est sûr. Surtout aujourd'hui, où quand même il y en a de plus en plus. C'est plutôt votre âge que le mien, mais enfin, on sait jamais. Oui, c'est sûr. Oui, c'est ce qu'on a dans des pays comme la Belgique, par exemple. On légalise, on rend le plus facilement possible justement l'euthanasie, qui est une forme de meurtre sur la base volontaire. Et c'est-à-dire que parce que en plus de ça, comme les gens n'ont même plus le courage de se suicider à l'ancienne en se jetant d'un immeuble ou d'un pont, du coup ils veulent demander aux autres de leur faire le boulot à la place, quoi. Et on peut les convaincre, parce que comme sont souvent des gens qui sont dans une situation de faiblesse, ils ont peut-être d'excellentes raisons d'être en dépression, etc. C'est pas tellement difficile de convaincre un dépressif de se suicider. Ouais. C'est même assez facile. Oui, et d'ailleurs, je pense qu'on peut avoir exactement le même problème qu'avec les transitions de genre. C'est-à-dire que j'ai vu un reportage sur M6 il y a pas longtemps qui en parlait, avec une jeune fille qui expliquait que quand elle était ado, à un moment, elle a cru que en fait c'était un garçon. Et elle a vu la facilité avec laquelle on pouvait arriver dans une clinique, dire voilà, j'ai 18 ans. De plus en plus. Oui, bah justement, en fait, les premiers à avoir libéralisé tout ça, donc notamment des pays comme la Suède ou comme le Danemark, sont aussi les premiers à rétro-pédaler, parce que justement, on a des cliniques qui se prennent des procès, parce que voilà, vous m'avez fait ça trop facilement. Mais c'est pas ça, si vous voulez aussi, il y a aussi autre chose, c'est que si vous demandez à un gamin de 12-13 ans, s'il veut changer de sexe, qu'est-ce que vous voulez qu'il en sache? Bah oui. Et donc, en principe, c'est quelque chose pour lequel il ne peut pas y avoir la décision de principe dans tous les droits, c'est l'interdiction de la mutilation. Bon, c'est dans tous les droits. On ne peut pas mutiler quelqu'un, même si lui veut se mutiler, il n'a pas le droit. Bon, on peut admettre que quand il a 25 ans ou 20 ans, ou je ne sais rien, qu'il puisse prendre cette décision pour lui-même. Mais vous ne pouvez pas demander à des parents qui ont 12 ans de mutiler leur enfant. Et ce qu'il y a de pire, c'est que maintenant, dans sa législation au Canada, si l'enfant veut se mutiler et qu'il en parle au docteur et que les parents refusent, on peut traîner les parents en justice. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller en tôle. Ouais.
Donc des parents qui empêchent la mutilation de leurs enfants à un âge où ils sont pas capables de prendre des décisions, on les envoie en tôle, c'est-à-dire que maintenant le droit est en train de devenir complètement fou, quoi. Oui, complètement fou. C'est-à-dire que à l'inverse, on a des concepts juridiques qui sont parfaitement justifiés. Oui. Par exemple, la majorité sexuelle. Bien sûr. Selon les pays, on estime que on ne peut pas être consentant à une relation sexuelle si on a 15 ans ou si on a 16 ans. Enfin voilà, ça c'est totalement justifié. En revanche, on ne conçoit pas qu'on puisse ne pas avoir justement l'esprit suffisamment vif, suffisamment établi pour se dire que en fait on veut changer de sexe. Là, à ce moment-là, ça devient possible, même à 8 ans, pourquoi pas à 6 ans, à 4 ans. Oui, exactement. Mais ça, c'est une perversion du droit, et c'est une perversion aussi de la capacité qu'ont les gens à prendre des décisions pour eux-mêmes. Autrefois, il était admis que les enfants, les jeunes hommes, etc., ils étaient pas toujours très malin, et que jusqu'à 16-18 ans, et que donc on avait fait passer à un moment, l'âge pour voter, c'était 21 ans. Donc, vous pouvez voter. Aux États-Unis, vous pouvez pas boire d'alcool dans des tas d'États si vous avez moins de 21 ans. Oui, c'est ça. On peut pas boire de l'alcool, mais on peut changer de sexe. On peut changer de sexe. C'est une histoire de fou, quoi. C'est complètement dingue. Donc, ça veut dire aussi qu'on a cette espèce de tentative de déstabiliser nos institutions, dont la plus importante est certainement le droit. Et là, je commence à voir quand même qu'il y a quand même des sacrées résistances qui se manifestent. Oui, on a de plus en plus de résistance. Effectivement, ça fait plaisir quand même, parce que jusque-là, c'était quand même pas aussi établi. Et d'ailleurs, plus justement, enfin les woke, les gauchistes font passer des trucs complètement dingues, plus il y a de résistance en face. Donc au moins, il y a certains États comme l'Alabama, comme la Floride, etc., qui ont interdit ce genre de chirurgie sur les enfants de moins de 18 ans. Oui. Ça me paraît des mesures de salubrité publique. Bah oui, c'est quand même le minimum, quoi. C'est normal. Après, bon, le problème, c'est que justement avec l'euthanasie, si elle est effectuée, on peut pas derrière avoir quelqu'un qui dit je regrette de m'être fait tuer, quoi. Bon, par définition. Et pour ceux qui seraient dépressifs, je tiens à dire quelque chose. Moi, j'ai eu un épisode de dépression très grave dans ma vie, où j'imaginais que tout allait aller très mal dans ma vie. J'étais très pessimiste. Et aujourd'hui, je suis très heureux dans ma vie. Mais je ne pouvais pas imaginer, quand j'étais dépressif, que quelques années après, je me sentirais beaucoup mieux. Oui. Donc, si vous voulez permettre à quelqu'un de se suicider parce qu'il est dépressif, c'est peut-être lui enlever, une fois qu'il est sorti de sa dépression, des années de bonheur, quoi. Oui. Donc, un type qui est dépressif, je soutiens que je ne suis pas certain qu'il ait le droit de demander de se suicider. Ouais, moi non plus. Vous voyez, je suis pas sûr. Moi non plus, oui. Parce que moi, j'aurais dit oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Donc, faut faire attention. On touche à des trucs... Le futur est inconnaissable. Ouais. Oui, c'est-à-dire que, bon... Moi, je suis plutôt opposé à l'euthanasie. L'euthanasie, enfin l'euthanasie aussi. L'euthanasie. Qui pratiquait l'euthanasie avec beaucoup de bonheur. Hein. Ouais. Les Allemands s'y connaissent très bien. Mais je suis plutôt opposé à l'euthanasie. Maintenant, c'est vrai que j'aurais du mal à juger quelqu'un, par exemple, d'un âge très avancé, qui aurait une maladie incurable, un truc comme ça. Et autrefois, c'est ce que faisaient les médecins de famille avec beaucoup de gentillesse. C'est que, en principe, si vous voulez, moi j'en ai vu quelques cas dans ma famille, voilà. Oui. Mais personne ne disait rien. Oui. Mais il y a des endroits où la loi ne doit aller qu'avec hésitation. Oui, une très très grande hésitation. Très grande hésitation. Et ne pas non plus ne pas non plus s'inscrire dans le marbre. C'est-à-dire que généralement sur ce genre de loi de société, il y a un côté on réfléchit vite fait pendant 2-3 mois, on a des débats parlementaires, on a des gus qui vont à la télé, et puis ensuite, on vote ce qu'on veut, et une fois que c'est voté, on ne peut pas revenir dessus. Non, quand on a des trucs comme ça, je veux bien concevoir qu'on expérimente vite fait à pas vraiment très faible, et derrière, il faut pas hésiter à revenir dessus si on a des problèmes, quoi. Bien évidemment. Non. Donc je sais même plus pourquoi on parlait de ça, mais enfin... ça fait rien, on en a parlé.
Mais oui, c'est parce qu'on parlait justement du réchauffement climatique et l'idée qu'effectivement, selon énormément de Malthusiens, tout à fait, on est beaucoup trop sur Terre. Bon, là, en l'occurrence, c'était pas ce dont parlait le gouvernement. Mais cependant, ce que je trouvais quand même rigolo, si tant est que ce soit drôle, c'est que ce qu'il préconisait en cas de réchauffement climatique, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup il fait 43 degrés tout l'été? Au final, c'est un petit peu les mêmes choses que ce qu'on devrait faire pour arrêter le réchauffement climatique. C'est-à-dire, au final, c'est plus personne ne bouge, arrêtez. Mais à 43 degrés en été, en Avignon et tout, parce que ça arrive qu'il fasse 43 degrés, je peux vous assurer d'un truc, plus personne ne bouge. Oui, ça c'est sûr. Par contre, l'air conditionné, il y va. Oui, bah oui, ça c'est sûr. Mais le truc, c'est que je suis pas convaincu qu'ils veuillent vous laisser votre air conditionné au futur. Et en plus de ça, ils vont vous taxer la piscine, etc. Ils vont vous dire non, mais vous pouvez pas la remplir. Or, justement, quand il fait 43, c'est quand même bien agréable d'avoir au moins une piscine. On se met dedans et on laisse le nez dépasser, oui. Voilà, comme les hippopotames. Oui, donc là, oui, il va falloir juste construire une cave, mettre du marbre partout et s'allonger par terre comme ça, au moins 1, voire même au moins 2, pourquoi pas. C'est un petit peu humide, mais enfin bon, ce sera peut-être nécessaire. Enfin voilà, je trouvais ça intéressant de voir les deux pans du truc parce que c'était selon moi un peu incompatible. Mais vous remarquerez que ce que vous dites est intéressant. Le premier, c'était il fallait nous contraindre. Oui. Et le deuxième, il fallait nous contraindre. Voilà, c'est ça. Dans tous les cas de figure, il faut nous contraindre. Voilà. Il n'y a pas de sortie qui serait avec un accroissement de nos libertés. Non, absolument pas. Jamais. C'est pas possible. Non, c'est pas possible parce qu'ils ne peuvent pas imaginer ça. Non, absolument. Non, vous rêvez, Charles. On ne peut pas. On ne peut pas, en République, utiliser la voiture en 2040. C'est pas possible. Voilà, c'est ça. Voilà, dans tous les cas de figure. Dans tous les cas de figure, on va à pied, on se caille, on a trop chaud. Et on ramasse les carottes à la main. Et on ramasse les carottes à la main. Ouais. Voilà, c'est le plan. Et alors, on a un autre rapport de France Stratégie qui, bon, pour le coup, qui n'a rien à voir, mais qui date de 2017. Mais j'en parle quand même parce que il a ressurgi il y a 2 semaines sur Twitter, et on m'a demandé en plus de vous en parler. Donc, je me plie aux volontés des quelques auditeurs qui interagissent avec moi. Donc, en fait, ce rapport est préconisé une réforme du droit de propriété pour résorber la dette. Et alors, comme on sait, il y a des bonnes solutions, il y a des mauvaises solutions, il y a aussi des fausses bonnes solutions et des fausses mauvaises solutions aussi. Et parfois, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Donc, je me suis dit au début, qu'est-ce que c'est que cette idée à la con ? Puis après, j'étais complètement perdu. En fait, je savais pas. C'est-à-dire que le rapport préconisait que l'État devienne copropriétaire des terrains résidentiels. C'est à ce moment-là que je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est des sols. Voilà. Ils veulent dans le fond que nous soyons propriétaires de baux à 100 ans, mais que la terre appartienne à l'État. C'est un peu ça. Et tout ça, c'est pour effacer la dette. Ouais. C'est une idée absolument nouvelle qui a tellement bien marché parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, la Révolution française est arrivée à cause en grande partie des dettes de l'État qui étaient devenues incontrôlables, etc. Bon. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la Révolution et on a nationalisé les biens du clergé parce que le clergé a occupé à peu près le tiers des sols à cause des... Vous savez, l'embêtant avec le clergé, si vous leur laissez des biens, une terre, etc. Et puis, si vous les laissiez à votre neveu ou votre cousin, au bout d'un certain temps, ça retournait dans le marché parce qu'il était mort ou n'importe quoi. Dans l'église, ça restait toujours dans l'église, quoi. Donc, il y avait une espèce de gel des terres qui gradait. Donc, il fallait en quelque sorte repiquer des terres à l'église. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on nationalisait les terres et on a donné aux gens, comment ça s'appelait? Pour le payer? Je sais plus. Des assignats. Des assignats, d'accord. Qui sont rapidement tombés à zéro parce qu'on a commencé à émettre des assignats. Donc, je sais pas quel est le crétin qui a eu cette idée, mais je peux déjà dire qu'il va y mettre des bouts de papier qui sont échangeables contre la dette française, que vous pourrez avoir une dette qui sera garantie par un bout de terrain qui sera n'importe quoi, et que l'État va découvrir qu'il peut en émettre un nombre illimité de ces papiers, et que donc ces papiers vont tomber à zéro, donc le terrain il restera toujours là. Ouais. Et ce qui va se passer aussi, c'est que les dignitaires qui mettraient ça en courant sauront quels sont les bons terrains qu'ils pourront acheter pas cher avec les assignats qui n'auront pas été chers non plus. Et ça va faire des fortunes considérables, parce qu'il y a toute une série de fortunes en province qui datent de l'époque où les mauvaises familles ont racheté les biens de l'église. Moi, je connaissais dans la région de Toulouse des familles qui avaient racheté les biens de l'église il y a 2 ou 3 siècles.
Et elles étaient considérées avec mépris par toutes les familles de bonne qualité qui avaient refusé d'acheter des biens d'église avec les assignats, vous savez. Donc c'était à mourir de rire. Donc je sais pas qui a eu cette idée, ça doit être un monsieur Pisani-Ferry ou je sais pas quoi, parce qu'il y a que lui pour avoir des idées aussi stupides. Mais ça a déjà été essayé, ça a toujours raté. Et la seule façon de résoudre les dettes de l'État, c'est de mettre l'État à la diète. Oui, mais ça, on veut pas en entendre parler. Ouais. De couper les dépenses de l'État. Tout le reste, ça marche jamais. Ouais. C'est ce que disait ce bon Chrétien, le Premier ministre du Canada, qui a coupé les dettes parce qu'on appelait à l'époque le dollar canadien le peso canadien, parce que c'était en train de se péter la gueule, c'était affreux. Donc, il a coupé les dettes, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, bon, écoutez, il y a deux façons moi je suis un homme du bois, disait-il, un homme des bois, donc vous avez deux façons de travailler le bois, ou vous rabotez, ça marche jamais, ou vous allez dans la forêt avec une hache et vous faites une clairière et vous coupez tout. Et donc, il a dit à tous les départements ministériels, vous coupez vos dépenses de 10%. C'est tout. Pas de questions, rien. Vous coupez. Vous vous débrouillez, vous coupez. Et tout le monde a dit, mais ça va créer une récession épouvantable, la demande va s'écrouler. Ils n'ont eu aucune récession, et ils ont eu 15 ans de croissance sans aucune récession après, parce que les finances étaient assainies. Donc, à ce crétin qui a fait ce rapport, je fais la réponse suivante. Il faut couper les dépenses de l'État de 10%. Moi, j'étais dans les affaires toute ma vie. J'ai des affaires qui ont bien marché, des affaires qui ont moins bien marché, ou qui ont ça marchait bien. Quand ça marchait bien, tout le monde voyageait en première, descendait dans les meilleurs hôtels, et on bouffait bien, on avait des notes de frais, c'était très agréable. Et puis, quand ça commençait à moins bien marcher, tout le monde a dit, bon, on prend l'économie, vous descendez F1, et ce que je veux dire, et personne s'est rendu compte. Ce que je veux dire par là, c'est que vous me donnez l'État français aujourd'hui, je coupe 10 à 15% des dépenses, si j'ai le droit, et personne ne se rendra compte de rien, sauf les salopards qui fraudent sur des trucs. Ouais. Donc, ramener le budget à l'équilibre, c'est pas difficile. Ouais. Il faut aller sur les 10% de fraude partout. Les gens qui touchent, par exemple, le gars qui s'occupait des retraites, qui avait monté le dossier pour M. Macron, puis qui est parti, qui était... Jean-Paul Delevoye. Jean-Paul Delevoye. Mais il touchait 14 retraites. Oui, c'est un truc de malade. Ouais. Comment un type peut-il, en travaillant toute la fonction publique, alors il dit, mais chacune des retraites était petite, donc mais 14 retraites, ça finissait par faire beaucoup d'argent. Oui, mais il y a combien de gars en France qui touchent 14 retraites? Ouais, personne. Mais non, mais c'est pas ça, mais je voudrais le savoir. Et à mon avis, il y en a plus que vous ne le pensez. Ouais, peut-être. Regardez par exemple un type comme Hollande, il doit toucher à peu près 450 000 ou 500 000 euros par an de revenus, des différentes retraites, des différentes positions qu'il a eues, plus le fait d'être président de la République qui nous coûte 2 millions d'euros par an, de protection de sa santé, là. Mais pour que je touche moi 500 000 euros par an après impôt garanti par l'État et indexé sur l'inflation, il faut que j'ai un capital de moins 40 millions. Donc, si vous voulez, il y a combien de ces gars s'ils sont bâtis un capital fictif avec des rentes qui prélèvent sur l'État sans rien justifier. Donc, c'est ça que je couperais comme un fou. Ouais. C'est ça que je couperais. Tous ces gens qui, dans le fond, se sont bâtis grâce à des positions politiques, des fortunes virtuelles. Et c'est ça qu'il faut nettoyer. Donc, quand je vois des crétins comme ça qui me disent qu'il faut en plus nationaliser la terre, alors que la terre, c'est l'essence même de la propriété. Hein. Donc je me dis, c'est encore un gars qui va nous amener dans un camp de concentration. Ouais, non mais ça c'est quand même symptomatique du socialisme dans lequel on vit, c'est-à-dire que toutes les solutions les plus évidentes pour réduire la dette, tout le monde les a déjà essayées. Enfin, on sait ce que c'est. Évidemment, c'est réduire les dépenses de l'État. Enfin, tout est évident, et eux, à chaque fois, ils veulent se focaliser sur tous les autres trucs. Ils veulent continuer à dépenser plus. Vous savez, c'est Descartes qui disait « je pense, donc je suis », et eux, c'est « je dépense, donc je suis ». Il n'existe pas s'ils ne pouvaient pas dépenser. Mais dépenser de l'argent qui ne leur appartient pas, qui n'ont pas gagné, qui pique à la communauté. Je dépense l'argent des autres, et donc je suis. C'est surtout ça. C'est ça qui me fait exister, c'est que j'ai accès à... Absolument. Donc ce qu'il faut, c'est comme l'histoire qu'on m'avait racontée de ce président d'Amérique latine qui a mis 50 000 personnes en tôle, je sais pas quoi, il n'y a plus de crime. Oui. Peut-être on pourrait mettre 50 000 fraudeurs en France et il n'y aurait plus de déficit. Oui, possible. C'est possible.
En tout cas, si on écoute Charles Prats, par exemple... c'est ce qu'il dit toute la journée. Voilà, si on s'occupe de ce problème, selon lui, on récupère déjà 50 milliards par an. 50 milliards. Mais regardez, il dit il y a 67 millions de Français, il y a 73 millions de cartes vitales. Oui. Il y a peut-être un loup, là. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'a reconfirmé la Cour des comptes cette semaine. En ce moment, ils sont un petit peu à cheval là-dessus. Heureusement qu'ils s'en chargent quand même, sinon il y aurait que Charles Prats qui en parlerait, il s'en tirait un peu seul, le pauvre. Donc si on s'occupait déjà de ce problème, à mon avis, on règle au minimum la moitié du déficit qu'on a. Et ensuite, effectivement, il faudrait aussi s'occuper de réduire d'autres dépenses de l'État dans plein de domaines. Je pense qu'il faut faire aussi plus confiance aux secteurs sociaux. Les transferts sociaux, s'il n'y a pas de... Quand je vois les transferts sociaux monstrueux qui explosent en France, j'arrive pas à croire. Je me dis, il y a des gens qui touchent des trucs auxquels ils n'ont pas droit, quoi. Ouais. Oui, c'est ce que beaucoup de gens ressentent, et je pense qu'ils ont raison. Ils ont raison, si vous voulez. Moi, j'ai une de mes belles-sœurs qui a fait 24 ans dans l'éducation nationale après avoir élevé ses filles, professeur d'espagnol. Elle touche une retraite magnifique de 750 € par mois, si elle va pas loin. Il y a n'importe quelle grand-mère qui arrive d'Afrique pour rejoindre ses enfants à cause du regroupement familial. Et on lui donne 900 € par mois pour qu'elle ait quelque chose pour vivre. Bon, mais je peux pas m'empêcher de penser que ma belle-sœur qui a vécu en France, qui a fait 2 enfants, qui sont 750 € par mois contre 900 €, je vois pas tellement pourquoi on donne 900 € à cette dame, quoi. Oui, c'est parfaitement injustifié, oui, bien sûr. C'est peut-être justifié d'un point de vue je sais pas quoi, mais en tout cas, il me semble qu'entre les deux, c'est pas tellement difficile de savoir qui devrait avoir une... Donc on revient toujours à la même chose, c'est pour agir bien, il faut avoir l'information, mais je sais pas si vous remarquez, l'information, on réussit pas à l'avoir. Oui, effectivement. Ce qui se passe dans le budget, elle est noyée. Elle est noyée. Par exemple, on ne sait pas combien il y a d'immigrés, on ne sait pas quel est le coût des immigrés, on ne sait rien. Et cette espèce d'absence d'information organisée fait que du coup, ça laisse passer toutes les mauvaises pensées, parce que on se dit, si on me dit rien, c'est qu'il doit y avoir des saloperies. Donc, encore une fois, la seule chose, c'est que l'information, la vraie information, l'information libre, concurrentielle, c'est comme les rayons de soleil, ça cautérise les plaies, hein. Ce qui me tue, c'est aujourd'hui l'absence d'information en France. Et à quel point les gens qui sont chargés de l'information, les grands journaux, les grands médias, etc., sont parmi les premiers à la cacher. Absolument. Et si vous la demandez, vous êtes traité de réactionnaire, de type de droite, de fasciste, de nazi, etc. Et je trouve ça très curieux, cette simple demande d'information sur les faits, qu'elle soit pas reconnue comme le devoir numéro 1 des gens qui s'occupent de l'information, d'être capable de répondre à ces questions. Et derrière, ils vont quand même se plaindre justement qu'il existe des complotistes, des conspirationnistes, etc. Mais il n'y en aurait pas si on avait une information normale à la télé ou dans les journaux, en fait, tout simplement. Si les journalistes faisaient leur boulot, on n'aurait pas besoin de complotistes. Bah oui. C'est clair. Et donc, non seulement ils veulent cacher l'information, mais en plus derrière, ils veulent se plaindre que d'autres cherchent les informations peut-être sur des sources qui sont pas forcément toujours fiables. Bah oui, mais forcément, ces sources pas fiables existent parce que les sources normalement fiables ne le sont pas. C'est normal. Je vous donne un autre exemple qui m'exaspère, c'est qu'il y a 30 ans, je sais plus quand, l'INSEE publiait un PIB du secteur privé. C'était une bonne idée, savoir combien venait du secteur privé, combien venait du secteur public. Vous savez, quand vous ajoutiez les deux, ça vous donnait le PIB. Je sais pas, il y a 20 ans ou quelque chose comme ça, ils ont décidé de cesser de le publier. Et donc, aujourd'hui, toute la croissance du PIB, ça a été fait par l'embauche de fonctionnaires. Si on avait encore le truc du secteur privé, on verrait que le secteur privé en France baisse depuis 5, 10, 15 ans, et que c'est de ça dont on crève. Mais là, quand on vous dit que le PIB continue à monter, vous vous dites, ah ben non, c'est que ça va bien, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe pas. Ça doit être la faute des Chinois. Oui. Sûrement, j'imagine. Mais oui, c'est bien ce qu'ils disent. Ou la faute de Poutine, encore. La faute de Poutine, les Chinois. Dans les années 30, c'était les Juifs. Avant ça, c'était je sais pas quoi. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre que de celui qui est responsable. Oui. Donc, il faut quand même que les gens apprennent à dire, non, c'est moi qui est responsable de mon sort, et pour bien agir, il faut que j'ai l'information. Ouais. Si vous m'empêchez d'avoir l'information, vous m'empêchez de me déployer. Ouais, je sais pas si on se rend compte quand même, mais on a aujourd'hui des salaires dans les régions françaises qui sont, exception faite uniquement de l'Île-de-France, mais enfin évidemment c'est particulier, mais la moyenne des salaires dans les autres régions françaises de métropole est inférieure à la moyenne des salaires dans les régions d'Allemagne de l'Est.
C'est quand même complètement dingue. Vous dites ça à un mec le gars, mais je suis sûr que le coût, comme vous devez doubler pour avoir le coût pour l'employeur, est certainement beaucoup plus haut que le coût en Allemagne de l'Est. Ouais. Le type, il touche que la moitié. Mais donc, il y a aussi ça, c'est que on me dit le SMIC est trop bas. Je leur dis, ouais, le SMIC est trop bas, ouais. Mais vous avez calculé, vous avez regardé le SMIC que paye l'employeur et combien touche l'employé? Vous voyez que c'est plus élevé qu'en Allemagne? Oui, non mais évidemment c'est une manière très obtuse de raisonner, puisque en fait si on n'avait pas un tel coût pour l'employeur, on aurait beaucoup moins de gens au SMIC tout simplement, et on aurait des prix beaucoup plus concurrentiels, on pourrait avoir des marges de fonctionnement d'entreprise. Mais qu'il y ait des impôts prélevés pour les transferts sociaux sur le travail, ce qui fait que ça rend le coût du travail plus cher, que ça crée du chômage qui est eux-mêmes payés par les impôts sur le travail. C'est complètement con. Oui, c'est complètement con. Le seul endroit où on ne doit pas mettre d'impôts, c'est sur le travail. Ouais. Je sais pas, mettez-en sur la dépense. Mais le travail, pourquoi faire? Non, je suis d'accord. Si vous taxez le travail, les gens vont arrêter de travailler. Je suis d'accord, partout où on fait pas ça, ou en tout cas on le fait substantiellement beaucoup moins, les salaires augmentent beaucoup plus facilement qu'en France. Aujourd'hui, par exemple, les Américains se plaignent du prix de plein de trucs dans leur pays, mais le truc c'est que le salaire médian pour un mec de 30 ans aux États-Unis, c'est je crois $45,000 par an. Aujourd'hui, 45 000 euros, ce qui équivaut quasiment justement à 45 000 $ en France, on est vachement bien lotis. Oui, mais bougez pas, 45 000 euros, vous êtes payé 45 000 euros. Sans parler des impôts, évidemment. Non, mais vous touchez en fait 25 000, et encore, vous avez du pot. Et 20 000, c'est payé par votre employeur. Ouais. Donc les 45 000 euros, lui, il en touche tout aux États-Unis, mais il doit se démerder pour son épargne, pour sa mutuelle, pour son assurance. Voilà. Mais là, vous n'avez pas. Donc, on est dans un monde de mensonges permanents. C'est-à-dire qu'il y a une petite classe qui comprend vaguement comment ça se passe, qui a droit à l'information, et puis le reste, il n'y a pas droit du tout. Ouais, cela dit, je suis même pas sûr que même cette classe-là ait vraiment accès à l'information, parce que quand on leur demande des trucs, apparemment, ils connaissent pas. Je pense que si on demande à Gérald Darmanin le nombre d'immigrés en France, il est incapable de nous répondre. Je pense que si on demande à Bruno Le Maire les dépenses de tel ou tel secteur public, il est incapable de nous répondre. Mais vous demandez au responsable de l'éducation nationale, il est incapable de dire combien il y a d'employés dans l'éducation nationale. Ils savent pas. Et combien sur ces employés travaillent? C'est quand même complètement dingue. Parce qu'il y a à peu près 10% des gens qui sont dans l'emploi, on ne sait pas trop, ils n'ont pas été depuis longtemps. Et voilà, ça doit être pareil, je pense, dans le secteur de la santé, dans l'hôpital public. Enfin bon. Ben voilà. Écoutez, j'avais prévu, comme la semaine dernière, de parler d'autres trucs. Comme on atteint encore une fois l'heure de jeu, on va reléguer ces sujets-là à la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on va parler un petit peu des élections espagnoles. On a eu des élections municipales et régionales qui ont été un désastre pour la gauche de gouvernement. D'ailleurs, du coup, on va avoir bientôt des élections anticipées pour justement l'Assemblée espagnole. Donc on va suivre tout cela la semaine prochaine. Et je vous dis un grand merci. Comme d'habitude, nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez aller voir le compte Instagram de Charles Gave, où il y a des petites vidéos qui ressortent de temps en temps. Vous pouvez aussi écouter ces émissions en podcast, c'est-à-dire sur Deezer ou sur Spotify. Et sur ce, je vous remercie encore une fois. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Et le DAF n'était pas là parce qu'il garde sa maîtresse, qui a eu le Covid. Et non pas l'inverse.